Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les énergies renouvelables, ce défi industriel pour la France, voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Colette Leviner, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseillère énergie auprès du président de Capgemini. À vos côtés, Luc Poyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président de McPhy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène décarboné. Colette Leviner, Capgemini a publié le mois dernier votre rapport annuel, l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie, c'est le 23e. Oui, je crois. C'est la 23e édition, peut-être une leçon générale pour commencer. Quelle leçon générale vous en tirez ? La leçon générale, c'est que en fait, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties en 2021. 2020 avait été une année un petit peu particulière, donc c'était avait baissé, c'est reparti. Et donc, c'est vrai qu'il faut accélérer la décarbonisation de notre énergie et de notre économie d'ailleurs. Alors là, on a des technologies, il n'y a pas de doute. On a les renouvelables, on peut en dire un mot, qui progressent, dont les prix baissent, mais qui sont intermittents. C'est-à-dire vous n'avez d'énergie solaire que quand il y a du soleil et d'éoliennes que quand il y a du vent. Il y a le nucléaire qui fait aussi partie des énergies propres. On va dire un mot d'hydrogène. Il y a les batteries qu'il faut associer avec les renouvelables. Donc les technologies existent. Et je crois qu'il y a une certaine difficulté pour la société à se transformer. Et on l'a bien vu à la COP26. Ils voulaient phase out, éliminer le charbon. Ils ont dit on va le diminuer. Parce que la société doit s'adapter. Donc en quelque sorte, il faut viser une transition la plus rapide possible, mais qui soit abordable, qui ne soit pas trop cher pour les gens. Quand on a vu les pics de prix de l'énergie au mois d'octobre, absolument exceptionnels, on ne peut pas aussi demander aux gens de payer beaucoup plus cher leur énergie. Il y aura un rejet de cet aspect. Donc, les pics d'octobre, ils étaient vraiment exceptionnels, pour ce que vous avez le recul, quand on dit un 23e observatoire. Les pics du gaz étaient exceptionnels. Le gaz a été, au mois d'octobre, à peu près à un prix de 100 fois 10 fois plus élevé qu'un an auparavant. C'est un peu rebaissé, ça a été seulement, je dis aujourd'hui, 7-8 fois. L'électricité a suivi, parce qu'en Europe, on a un système un peu compliqué, et la France a raison de vouloir dire qu'il faut changer, où le prix spot de l'électricité est basé sur la dernière centrale qui fonctionne, la centrale la plus chère qu'il faut mettre sur le réseau pour faire face à la demande. Et cette centrale, c'est une centrale au gaz ou au charbon. D'accord. Et donc, on a consommé du gaz, on a consommé du charbon. Et la France, qui a des énergies décarbonées, la France a du nucléaire, beaucoup d'hydraulique et de l'éolien et du solaire, a vu ses prix liés au prix des énergies fossiles, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc les prix de l'énergie ont monté, et les prix de ce qu'on appelle les certificats de CO2, les droits à polluer, ont aussi doublé par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que ça va rester ? C'est la bonne question. Je pense qu'on était sur un pic, mais probablement, il faut s'attendre dans l'avenir à des prix de l'énergie plus élevés que ceux d'aujourd'hui. On va rester sur un palier d'énergie chère. Luc Poyer, McPhy, c'est donc un pionnier. McPhy. Bah oui, si vous voulez, McPhy, allons-y, je le prononce comme vous, il n'y a pas de problème. À la française. En état industriel français. C'est un pionnier de l'hydrogène au service de la transition énergétique. Ça représente quoi aujourd'hui, le marché de l'hydrogène vert sur le marché de l'hydrogène, déjà pour bien comprendre de quoi on parle? Oui, alors l'hydrogène, effectivement, il y a l'hydrogène dit carboné, effectivement, qui représente 95% de cet hydrogène aujourd'hui, qui est utilisé dans l'industrie. Et l'hydrogène vert, c'est le reste, c'est-à-dire ce qui est produit essentiellement à partir d'électrolyse. L'hydrogène ayant cette magnifique caractéristique d'être, lorsqu'on l'utilise comme combustible, de ne produire que de l'eau, de recomposer de l'eau, et pas de CO2. Donc on est à 5%. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est de décarboner l'usage industriel, parce que cet usage industriel, on a besoin d'hydrogène pour produire des engrais, pour produire du méthanol qu'on retrouve dans les matières plastiques, dans le raffinage. Et une fois qu'on a décarboné, également de l'utiliser de façon nouvelle, comme un nouveau vecteur énergétique, par exemple dans la mobilité. Et quelles perspectives on a pour l'hydrogène décarboné? Les perspectives sont incroyables. Aujourd'hui, il y a cet hydrogène décarboné, c'est dans le monde à peu près 300 mégawatts seulement d'électrolyse. Et si vous prenez la seule
Union européenne, nos objectifs sont de 80 000 mégawatts en 2030, deux fois 40 gigawatts. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, nous les Européens, à la fin de la décennie. Donc ça veut dire qu'il y a ce fameux passage à l'échelle qui est énorme et qui représente un défi de décarbonation que des entreprises comme McPhy ont décidé de relever. Au niveau mondial, qu'est-ce que ça pourrait représenter l'hydrogène vert pour la décarbonation de nos économies ? Ça représenterait à l'horizon 2050, il y a plusieurs scénarios, mais l'Agence internationale de l'énergie table sur à peu près 15% de la décarbonation possible. Donc c'est certainement pas la seule, mais c'est à peu près 1/6 de l'effort à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour y arriver ? Parce que c'est une filière gigantesque à construire. Voilà, donc il faut... d'abord, il faut réussir là où il y a eu plusieurs faux départs. Donc là, cette fois-ci, il faut réussir. Un des facteurs, c'est qu'il faut le rendre compétitif. On a la chance maintenant d'avoir plus de renouvelables, d'avoir de l'énergie décarbonée en Europe, d'avoir une mobilisation des acteurs. Et là, l'enjeu qu'on relève, c'est l'industrialisation, le passage à l'échelle. Il faut réduire les coûts. Par exemple, pour vous donner un exemple, nous, on est McPhy est producteur, fabricant, concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène. Il faut qu'on réduise, comme on l'a fait dans le photovoltaïque, dans l'éolien. Et ça, il faut le réussir en Europe. Il faut pas rater. Il faut réduire les coûts. Donc, je vous donne un exemple. Les électrolyseurs qu'on produisait à peu près 1 mégawatt coûtaient 1,5 million il y a 5 ans. McPhy, on est réduit à la moitié maintenant. Et il faut qu'on réduise encore à peu près 300 d'ici la fin de la décennie pour arriver à des prix pour que l'hydrogène vert soit plus compétitif que l'hydrogène gris. Colette Le Winer, les leviers que vous avez identifiés dans cet Observatoire mondial des marchés de l'énergie pour développer les énergies renouvelables, et peut-être restons sur ce focus hydrogène vert, c'est quoi ? C'est l'innovation, évidemment. Quels obstacles à lever vous citeriez en priorité ? C'est l'innovation. Je pense personnellement, on ne dépense pas assez dans le passage entre les laboratoires et même le prototype, et après Luc l'a très bien dit, après il faut passer à l'échelle. Je crois aussi que pour réussir l'hydrogène décarboné, il faudra beaucoup de renouvelables. Luc l'a dit, c'est 80 000 mégawatts de renouvelables. C'est énorme, ça veut dire 80 centrales nucléaires. Donc là, on va avoir un vrai défi à la fois de développer du renouvelable, de garder le nucléaire et, à mon avis, d'en redévelopper, au moins en France. Je pense qu'on va enfin prendre cette voie. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République. Oui. Et on va probablement importer, alors sous une forme à définir, des énergies renouvelables venant de pays comme le Maghreb, par exemple, où il y a du solaire très bon marché. La question va être, est-ce qu'on importe l'électricité verte, on importe l'hydrogène vert ou autre chose? La question est là. Donc il faudra faire un peu feu de tout bois pour... Non, je ne devrais pas dire le mot bois, pardon. Enfin, il faudra mettre tout en œuvre pour faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs qui sont ambitieux. Mais c'est vrai que c'est 15% de l'économie qu'on ne sait pas décarboner autrement qu'avec de l'hydrogène vert. Donc 15%, c'est considérable. Oui, c'est vraiment important. Et donc ce levier de l'innovation, ça suppose quoi ? Ça suppose un outil européen pour être le plus efficace. C'est à ce niveau-là que ça suppose effectivement une aide massive des États qui a commencé, mais qui ne suffira pas. On est encore à l'échelle, on est beaucoup moins que toute l'aide qui a été apportée aux renouvelables. Et pour industrialiser en Europe, ce qu'on veut, c'est constituer une chaîne, toute la chaîne de valeur en Europe. Et c'est possible. On sait produire des bus hydrogène, on sait produire des piles à combustible, on sait produire des électrolyseurs. Et comme l'a dit le président de la République le 12 octobre, il s'agit cette fois-ci de ne pas rater ce rendez-vous. Le modèle, c'est Airbus. On le cite depuis des décennies à tout bout de champ, ou pas forcément d'ailleurs. C'est un peu plus riche que ça, si je puis dire, parce que je connais pas Airbus dans le détail. C'est une association fructueuse entre des PME, des grands groupes. Énergéticiens, non énergéticiens, l'automobile s'engage, on le voit, la mobilité va s'engager, les raffineurs, les cimentiers, et on voit en fait la différence peut-être avec Airbus, c'est que ça va toucher toute l'économie, et on le voit en 2 ans. Qui aurait parlé il y a encore 2 ans d'avions à hydrogène ? Maintenant, ça y est, la question c'est plus si, c'est quand.
Et ça, c'est ça le basculement extraordinaire qui est en train de se produire grâce à l'hydrogène décarboné. Encore un mot du rapport avec... je trouve que ça peut sembler étonnant, en tout cas c'est passionnant. Vous dites qu'il faut accorder une attention particulière à la cybersécurité. Pourquoi le développement des énergies renouvelables renforce cet objectif? Expliquez-nous. Parce que, si vous voulez, le développement des renouvelables va changer entièrement les réseaux électriques. Aujourd'hui, ou hier, disons, les réseaux électriques étaient conçus avec des grandes centrales de production, donc c'était centralisé, et puis après on distribuait l'électricité aux citoyens. Aujourd'hui, avec les renouvelables, on a de plus en plus d'installations décentralisées. Ça, c'est un point, donc le réseau a besoin d'être revu. Et par ailleurs, comme les renouvelables sont intermittents, il faut beaucoup de souplesse, parce qu'il faut équilibrer à chaque moment la production avec la demande. Donc il faut que le réseau soit plus intelligent, donc il faut des capteurs. Et vous allez avoir des capteurs répartis, puisque ces énergies sont réparties. Et beaucoup de capteurs répartis, eh bien, ça vous donne des risques de cybersécurité. Autant de portes d'entrée potentielles. En Amérique, c'est arrivé avec un pipeline, Colonial Pipeline, qui a été hacké, avec aussi une installation d'épuration de l'eau. Et donc, il y a un risque sur les réseaux électriques, qui sont un corollaire, si vous voulez, du développement des renouvelables. Luc Poirier, c'est une préoccupation nouvelle pour vous, ou vous l'aviez déjà intégrée, cette préoccupation? On intègre cette préoccupation. Ce qui est intéressant derrière la cybersécurité, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'il y a clairement un enjeu de souveraineté. Bien sûr. Derrière cet enjeu de l'hydrogène vert, on le voit à travers l'industrialisation, à travers la dépendance. La dépendance des pays va être différente. La France a la chance d'avoir un équilibre, d'avoir assez d'énergie décarbonée pour être globalement autosuffisante dans ce défi de l'hydrogène vert. Ce ne sera pas le cas de l'Allemagne, qui va devoir importer massivement. Donc, selon quelle modalité va-t-on importer, vers quelle région? Et ça va sans doute être un sujet de géopolitique. Comme il y a une géopolitique du pétrole, il y a une géopolitique du gaz, il y aura un jour une géopolitique de l'hydrogène. Un dernier mot sur les coûts de l'énergie renouvelable, qui ont plutôt baissé l'an dernier. Ils vont quoi? Ils vont plutôt augmenter à l'avenir? Quelles sont les prévisions? Je pense qu'il y aura une pause. D'abord, les coûts ont baissé de manière exceptionnelle, 10% par an depuis les 10 dernières années, à la fois le solaire, l'éolien, les batteries aussi. Donc, c'est exceptionnel. Alors, je pense, le coût des autres énergies, on l'a dit, ont fortement monté. Bien sûr. Je pense que les renouvelables vont avoir des coûts qui vont remonter légèrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'acier, par exemple, sur les éoliennes, c'est 80%. L'acier remonte. Les transports, si on importe les panneaux solaires de Chine, le coût des transports monte, et le coût du capital. Là, quoi qu'on en dise, je pense qu'on va vers de l'inflation, donc vers des taux d'intérêt plus élevés, et ce sont des installations très capitalistiques. Donc on risque de voir une légère remontée. Mais par rapport aux autres énergies qui montent beaucoup, ce sera une baisse relative, si je veux dire. Et donc ça restera évidemment intéressant. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter à la fois ce rapport et l'avenir de l'hydrogène décarboné. On passe à Smart Ideas, on parle jeux vidéo, vous pouvez rester en place, et pont entre les cultures. Merci.